Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngumbulu Yasangi Yaminabantu. Prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Je retrouve les compatriotes, je retrouve l'Afrique en miniature ici. Parfait. Parfait. Je suis impressionné de vous voir en chemise alors que je suis en train de cahier. Tu t'habituerais si tu faisais 6 mois ici. Non, je ne peux pas, mon frère. La mélanine n'est pas faite pour le froid. Non, non, s'habitue. La mélanine est faite pour s'habituer, s'adapter. Voilà. Ah, tu es là. Toute la famille est réunie ici. Tu es venu de ici. Québec, viens me dire bonjour. Toute la famille est réunie ici. Bonjour, votez. Elle est venue même à Paris me voir. Voilà les frères de ta mairie, les frères du Burkina, de toute l'Afrique. Pardon? Ça, c'est C'est une photo ensemble. Là, vous venez du Québec, là? Oui, oui. Tu vois, hein, j'attire du monde à Montréal. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Voilà la famille africaine réunie, le panafricanisme en action. Je suis content de te revoir. Oui, moi aussi. En 1896, l'Afrique a connu deux événements majeurs. Le premier événement est celui de la bataille d'Adwa qui s'est déroulée le 1er mars 1896 en Éthiopie, où pour la première fois, une armée africaine a défait une armée occidentale totalement mécanisée. Le vainqueur de cette bataille s'appelait l'empereur Ménélique II. 6 mois plus tard, l'Afrique a failli récidiver. Et cette fois-ci, la bataille a été menée par une femme dont l'adjoint était un homme. C'est la dame que vous voyez ici, avec un morceau de tissu autour de la poitrine. Neana Nyakasikana. Neana a pour adjoint un homme. Nous sommes en 1896. C'est la femme qui est à la tête du combat et l'homme qui est son second. Nous sommes en Afrique, l'Afrique de nos ancêtres. 1896. On ne parlait même pas encore des droits de la femme en Europe. Lorsque Cecil Rhodes, colonialiste britannique, s'aventure dans cette région d'Afrique australe, c'est une femme qui va organiser une armée, qui va lever une armée pour contrer l'invasion. Malheureusement, elle sera capturée avec son agent et emprisonnée. Une année après, les deux seront pendus. On les voit ici. Et on voit ici Néana isolé dans une cellule avant sa pendaison. Nous sommes en 1897. Une fois pendu, Néana sera divinisée. Néana est une divinité. Donc la femme est divinisée dans cette région. Il a fallu 83 ans pour que soit déclenchée la seconde Chimurenga. Il y a eu 2 Chimurenga au Zimbabwe, qui à l'époque s'appelait la Rhodésie du Sud. La deuxième Chimurenga sera menée par des hommes, que je vais vous montrer. Robert Mugabe et Joshua Nkomo. Nous sommes en 1979 à Londres, c'est ce qu'on appelle les accords de Lancaster House, qui ont permis à ce qu'on appelle le Zimbabwe actuel d'accéder à l'indépendance. Donc, après avoir bataillé contre les Britanniques, les Zimbabwéens ont négocié comme en Afrique du Sud. Donc, je vous apporte ici la preuve. Vous avez le Premier ministre britannique de l'époque, le vice-premier ministre britannique, je m'excuse, et vous avez ici Joshua Nkomo qui a commencé la seconde Chimurenga. Pendant ce temps, Mugabe était en prison, il y passera 10 ans. Quelle est la
fausse note sur cette photo, c'est l'absence de la femme. Et vous allez comprendre que dans la spiritualité africaine, l'homme et la femme sont complémentaires. Dans le paradigme occidental, l'homme et la femme sont opposés. Voilà pourquoi on parle de l'égalité des sexes. En Afrique, cette revendication serait ridicule et caduque, puisque l'homme et la femme sont complémentaires. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Aujourd'hui, on a vu, vous avez présenté des exemples de femmes qui semblent avoir un caractère solide, qui sont connectées à leur tradition ancestrale et c'est ce qui leur donne leur force. Disons, merci pour cela. Mais d'un point de vue complémentaire, du point de vue que la femme est complémentaire à l'homme, j'aimerais que vous nous présentiez très brièvement votre vision du rôle de l'homme dans la construction d'une civilisation qui est forte, d'un foyer qui est fort en fait. Je veux que vous nous parliez de l'homme, pas seulement du couple. Parce qu'on a parlé de la femme, vous avez été en mesure de nous parler de la femme en dehors du couple, mais maintenant l'homme en dehors du couple. C'est quoi l'homme africain en fait? À quoi est-ce qu'il doit être rattaché? Quels sont les exemples d'hommes dont vous pourriez nous présenter? Je suis vraiment concentrée sur ça. C'est une question mathématique. Parce qu'il serait difficile pour moi de résoudre une équation de plus d'1 milliard d'individus. L'Afrique, c'est quand même un vaste continent. Je ne peux pas, moi, définir qu'est-ce que le prototype. Tout dépend de ce que les gens veulent. Il est difficile pour moi de vous dire qu'est-ce qu'un homme. À la rigueur, je serai là à faire ma propre pub, à parler de moi, parce que je peux vous parler des autres hommes. Je ne sais pas comment ils agissent. Mais en fait, ce que vous voulez, c'est ce qui symbolise l'homme africain, le bon homme africain qui puisse... L'homme africain authentique. Authentique, c'est ça la question? C'est ce que vous avez présenté aujourd'hui, c'est la femme africaine authentique. Oui, mais malheureusement, c'est compliqué, je ne pourrais pas, je suis plus à l'aise, je l'ai dit, si vous m'avez bien suivi, il est plus facile pour moi de parler de la femme parce que c'est moi qui vais vers la femme. Mais je ne peux pas parler des hommes, moi je ne suis jamais sorti avec un homme de ma vie. Donc je ne suis pas capable, pour être honnête, cet exposé serait même mieux fait par une femme. J'inviterai d'ailleurs une de nos sœurs de se pencher là-dessus, vous faites des thèses. Moi, j'ai consacré mon temps à la femme. Il serait aussi bon qu'il y ait une femme qui fasse un exposé parce que ce ne serait pas objectif de la part de l'homme. Pour être honnête. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Lasconi pour son engagement physique et intellectuel à tous les niveaux. Et je voulais vous demander tout à l'heure, vous avez parlé d'un point très positif concernant la démographie africaine. Donc, selon vous, à l'heure actuelle, quels sont les autres points que vous estimez positifs pour nous afin que le processus de renaissance puisse arriver à terme et quels sont aussi les points négatifs éventuellement à changer? Merci beaucoup. L'Afrique fait le bonheur de tous les peuples sauf des Africains. La question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que les autres réussissent chez nous, pas nous? Le Canada, où vous avez trouvé refuge, fait l'essentiel de son argent dans un village qui s'appelle Sadiola au Mali, dans la région de Caille. Vous avez une multinationale qui s'appelle Ayam Gold, qui utilise même du mercure, ce qui explique qu'une femme sur 3 fait des fausses couches à cause de l'eau qui est polluée. Le point positif, c'est que le continent africain est avant tout la première puissance culturelle. Le problème est que nous produisons beaucoup de culture. Vous remarquerez, le premier producteur de films au monde, c'est le Nigeria. Nollywood. En termes de production, en termes de budget, c'est l'Inde. Et le Nigeria est troisième en termes de quantité, c'est le Nigeria. Ça, c'est déjà un point positif. Un pays comme le Nigeria, lorsqu'on parle du Nigeria, on parle souvent de banditisme. Le Nigeria a 120 banques nationales. Le jour que vous mettrez de l'ordre dans ce pays, le Nigeria sera capable même de fabriquer des avions. Je pense que le point négatif sur le continent, c'est l'instabilité institutionnelle. Nous avons des institutions faibles du fait qu'on nous a imposé une démocratie qui ne correspond pas à nos valeurs culturelles. Prenons le cas de la Grande-Bretagne qui est considérée comme une des grandes démocraties parlementaires. La Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. Je pense que chez nous, les institutions ont été impensées par l'extérieur. Les juristes qui ont pondu nos constitutions ont été formés à l'extérieur.
il aurait fallu qu'ils soient formés dans les centres initiatiques. Pour vous donner un exemple, lorsque les chefs d'État d'Afrique prennent serment, ils prennent serment sur la Bible, le Coran, et ils savent très bien que ces livres-là ne les punissent pas. Demandez-leur d'aller prêter serment sur les crânes des ancêtres et les calebasses, vous allez voir qu'ils ne vont pas rester longtemps. Là, on a parlé l'histoire, c'est en 1900, donc il y a 1 siècle, 2 siècles maximum. Bon, là, on avait déjà subi les différentes colonisations. Disons qu'on était déjà dans un certain courant. Mais j'aurais bien aimé aussi, ou j'aimerais avoir dans une future présentation, qu'on me parle aussi de la femme africaine, sa place, il y a 500 ans, 1000 ans, ou combien d'années, millénaires avant Jésus-Christ. Là, ça me permettrait d'avoir plus d'éléments. Pourquoi avant Jésus-Christ? Bon, c'est pour se situer. Ben, je veux dire, ok, disons à l'époque égyptienne où c'est des Noirs qui vivaient dans la partie Égypte, si je peux m'exprimer comme ça. Sachez que le seul royaume qui ait consacré une dynastie de reines se trouvait en Nubie. C'était 500 ans, 700 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ça s'appelait la dynastie des Candaces. Les Candaces de Nubie. C'était il y a plus de 1000 ans, il y avait déjà des reines qui se sont succédées. Pour mieux répondre à ta question, je te fixe rendez-vous le 17. Là, j'évoquerai l'Afrique millénaire. Ainsi, on ira encore plus loin avec des preuves archéologiques. Mais ne prétendez jamais vouloir boire une eau dont vous ignorez la source, parce que vous risquerez d'être intoxiqué. Aussi longtemps que l'Afrique ne disposera pas des moyens technologiques pour fouiller sa propre terre, l'histoire de l'Afrique sera biaisée. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt des archéologues occidentaux de parler de l'antériorité de l'Afrique. N'oubliez pas que 95% des fouilles archéologiques qui sont effectuées sur le continent sont effectuées par des Blancs. Et les datations viennent de l'Occident. Je ne dis pas que tous sont malhonnêtes, mais pour être autonome intellectuellement, l'indépendance intellectuelle, on se doit d'aller s'abreuver à sa propre source. Dans un exposé, on ne peut pas tout dire. On a quelques heures, on a des problèmes de temps. J'aurais pu remonter plus loin, mais j'ai voulu montrer une époque un peu plus contemporaine pour que les gens puissent s'y identifier. Parce que nous avons aussi cette maladie de vouloir connaître des choses d'il y a 2000, 4000, 5000 ans, alors que nous ne maîtrisons même pas les problèmes de notre époque. C'est ce que j'appelle l'obsession de la fantaisie. C'est-à-dire que pour montrer notre antériorité, justifier notre médiocrité aujourd'hui, on ne va pas étudier le passé pour s'en inspirer, mais on va l'étudier pour justifier notre médiocrité. Est-ce que vous pensez que nous, on peut revenir à la culture de nos ancêtres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je vais vous donner un exemple simple. Vous qui connaissez très bien le Mali, regardez ce qui se passe au Mali. Un Malien, dès qu'il a de l'argent, vous savez ce qu'il fait? La première des choses, c'est d'aller chercher un domestique Dogon, parce que les Dogons ne volent pas. Dans tout le Mali, les gens qui ont les moyens vont, même quand on a un pressing, ils vont aller chercher un repasseur Dogon, parce que les Dogons ont le goût du travail. Dogonan. Et suivez bien, non, mais je parle en français. Si je dis Dogonan, les gens ne vont pas comprendre. Suivez bien ce que je vous dis. En pays Dogon, la première fois que je suis allé étudier à Fambouri, je suis allé avec mon matériel de film. Une caméra comme ça, c'est 7500 €. Vous en avez 3, ça dépasse les 20 000 €. Donc ma première préoccupation, cacher ma carte bleue, mon matériel. Je dis au Dogon, où est-ce que je peux mettre mes affaires? Les gens m'ont dit, ici on ne vole pas, tu peux les laisser n'importe où. Un homme comme moi qui est grandi en ville, qui a toujours vu des voleurs, j'hésite. Malgré ce qu'on me dit, je ne suis toujours pas convaincu, je cherche l'endroit jusqu'à ce que je m'habitue.